Salut à tous et bienvenue dans ce debunk du jour qui va concerner la fameuse vidéo qui a été publiée sur Brut de Glucose Goddess sur certaines interventions qu'elle propose concernant la régulation de la glycémie. Donc, avant d'aborder le sujet à proprement parler, petite introduction, merci beaucoup. On est plus de 1000 à être, vous êtes plus de 1000 à être inscrits maintenant à ma newsletter, donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité de le faire en achetant un de mes t-shirts ou mon livre. Et puis, c'est encore mieux si vous pouvez m'envoyer une photo amusante que je puisse la publier sur mon feed. Et vous pouvez aussi faire un don sur Ko-Fi. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui l'ont fait. Je prépare aussi une liste prioritaire, tous ceux qui seront intéressés par ma prochaine formation en septembre. Les places seront limitées à cause du format. Petit spoiler, ce sera une forme d'abonnement où j'aborderai un thème différent de nutrition chaque semaine. Ce sera abordé, ce sera des sujets controversés un petit peu qui seront abordés. J'aborderai différents thèmes pour vous permettre d'améliorer votre analyse critique au niveau de la recherche, vos compétences en matière d'analyse de la recherche. Et ce sera aussi fait de manière très ludique, comme vous me connaissez. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message privé que je vous mette en priorité sur la liste. Voilà, sans en dire plus, on peut commencer. Donc, je reviens sur la personne qui a fait les revendications. Donc, Glucose Goddess. Donc, déjà, à première vue, quelque chose dont je voulais aborder, donc 768 000 abonnés tout de même, quelque chose dont je voulais aborder, c'est que quand quelqu'un qui est dans le milieu de la biochimie, tu vois, biochimiste, aborde des sujets de nutrition, il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire que la personne fait forcément des fausses affirmations, mais on a une probabilité de spéculation mécaniste qui est plus importante, qu'elle extrapole des mécanismes de biochimie à un effet. Voilà, donc ça c'est la première chose dont je voulais dire. Et deuxième chose, c'est que un deuxième red flag, c'est quelqu'un qui s'identifie soit à un courant, c'est-à-dire vegan doc, plant-based coach, low carb ou quelque chose. La glucose quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que ces recommandations sont mauvaises, mais ça peut être potentiellement quelqu'un qui peut dire que les glucides et l'insuline sont la cause de tous les maux, etc. etc. Donc, toujours être plus prudent. C'est des red flags que j'ai pu constater au fur et à mesure. Donc voilà. Avant d'aborder la vidéo à proprement parler, je voulais vous faire petite introduction sur la régulation de la glycémie. Donc, j'ai préparé plusieurs slides. Peut-être que tout le monde ne connaît pas ça, donc j'ai pensé que c'était intéressant de le faire. Donc, juste un petit rappel de physiologie. Je vais le mettre ici. Donc, en fait, votre organisme cherche toujours la normoglycémie. Et que vous le vouliez ou non, au cours de la journée, vous allez passer par des phases d'hypoglycémie, donc vous allez avoir moins de glucose dans le sang par rapport à la normoglycémie, et d'hyperglycémie, vous allez avoir plus de glucose dans le sang par rapport à la normoglycémie. Et tout ça, donc votre corps veut toujours revenir à cette normoglycémie, et tout ça va être régulé par, plus que deux hormones, mais deux hormones clés qui sont le glucagon et l'insuline. Donc, on va commencer par l'hyperglycémie. Donc, vous faites un repas avec, on va dire, des glucides. Votre glycémie va augmenter. C'est normal. Vous avez consommé des glucides, votre glycémie augmente. Votre pancréas va relâcher de l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante. C'est-à-dire qu'elle va envoyer le glucose du sang vers la cellule. Donc, glucose envoyé vers les cellules, et vous allez rétablir une normoglycémie. Et à l'inverse,
admettons, vous êtes en état de jeûne, vous n'avez plus mangé pendant un certain temps, vous allez tomber dans un état d'hypoglycémie, vous allez relâcher du glucagon, son rôle est de remettre du glucose dans le sang. Donc, s'il y a du glycogène disponible au niveau du foie, vous allez dégrader du glycogène pour remettre du glucose au niveau du sang. Si vos réserves de glycogène hépatique, donc du foie, sont vides, vous allez dégrader d'autres substrats, donc comme notamment les acides aminés, donc issus des protéines. Voilà, donc tout ça sont des phénomènes normaux pour atteindre la normoglycémie. Deuxième chose importante, c'est que je voulais dire que les gens voient toujours ce pic d'insuline comme quelque chose de néfaste, mais en vérité, donc vous avez ici sur la ligne continue un individu sain. Ensuite, on a un individu en diabète précoce et un diabète avancé sur la dernière ligne. Et ça représente l'insuline. Donc, il y a différentes phases au niveau du relâchement de l'insuline. Donc, vous allez avoir un repas. Vous allez avoir ce qu'on appelle la first phase insulin response release, qui est la réponse insulinique de première phase. Donc, c'est le pic précoce. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on arrive dans un état de diabète, on perd la capacité justement à faire cette première phase insulinique qui est positive parce qu'elle permet une régulation rapide de la glycémie. Voilà, donc là, il y a deux phases et la first phase insulin release est particulièrement importante et quelque chose qui touche les personnes diabétiques, elles perdent cette capacité, d'autant plus que les personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques commencent à avoir une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules deviennent résistantes aux stimulations de l'insuline, c'est-à-dire qu'on a ce phénomène où on n'a pas ce pic, cette pic de première phase, et on a une augmentation prolongée de l'insuline dans le temps et du glucose dans le temps. Et ça, évidemment, c'est problématique. Et ce n'est pas le fait d'avoir un pic d'insuline en soi chez un individu sain qui est problématique. Voilà. Je pense que c'était important de clarifier et ça va être important pour ce qu'on va voir juste après. Donc, on peut passer à la vidéo. On peut passer à la vidéo. On va la remettre à 0. Donc, c'est assez marrant, c'est que je vois ici tous les amis qui ont commenté, Nouchka. Ouh là là, très très grave cette vidéo, catastrophique, il n'y a rien qui va. Et en vérité, je vais être en accord et en désaccord avec les collègues. C'est-à-dire que il y a du vrai. C'est vrai que ça a l'air la vidéo semble complètement bancale et être de recommandation folle, mais il y a une part de vrai mais ça ne veut pas dire que vous devez appliquer ça. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on passe la vidéo. Je vais arrêter. J'ai préparé quelques références et on va stopper et analyser la cohérence des affirmations. La plupart d'entre nous avons trop de glucose dans le corps. Ça nous crée des problèmes. Par exemple, des fringales, des coups de mou, des problèmes de fertilité. Alors, que signifie trop de glucose? Si trop de glucose dans le corps, c'est-à-dire que si on a une bonne capacité à disposer du glucose, l'affirmation n'est pas fondée.
Maintenant, si par trop de glucose, elle entend trop de glucose circulant, oui, parce qu'on est résistant à l'insuline et qu'on a perdu la capacité d'utiliser le glucose. Dans ce cas-là, oui, c'est problématique. Trop de glucose en circulation pose des problèmes. Mais ce n'est pas trop de glucose dans l'organisme en soi. La prise de poids, du sommeil qui est pas très reposant, et à long terme, on peut développer des maladies comme le diabète de type 2. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé 300 études super récentes qui permettent à tous et qui m'ont permis à moi d'éviter ces pics de glucose pour améliorer la santé physique et mentale. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'elle conseille 6 interventions pour améliorer la gestion du glucose. Donc, j'ai préparé certaines références et on va analyser la pertinence de ces revendications. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai grandi en mangeant une crêpe au Nutella tous les matins, donc à 7h30. Et à 10h, j'avais hyper faim et je pensais que c'était normal. En fait, ce qui se passait, c'est que ma crêpe au Nutella, elle crée un gros pic de glucose, ensuite une chute, et à 10h, j'avais super faim. Et en fait, si le matin, on mange quelque chose de... Ce qu'elle décrit ici est une hypoglycémie réactionnelle. Le truc est que comment sait-elle que sa faim est liée à une hypoglycémie réactionnelle? C'est-à-dire que, admettons que je vais consommer une crêpe et du Nutella le matin. Une heure après, une heure après, je vais avoir faim. Et ce n'est pas forcément parce que j'ai une hypoglycémie réactionnelle. C'est parce que la composition du repas n'a pas été suffisante en termes de satiété, parce que évidemment, la satiété est bien plus influencée que par la glycémie. Donc oui, la composition du repas d'une crêpe au Nutella est un peu de la merde en termes de satiété. Si la satiété est le critère d'évaluation, euh, ça ne veut pas dire que son coup de faim est lié à une hypoglycémie réactionnelle. sucré, on crée ce cycle de glucose, de roller coaster toute la journée, on a des fringales toute la journée, on a super faim toute la journée et on a envie de manger de plus en plus de sucre. Donc, ce qu'on fait le matin, on prend du salé au lieu du sucré. Donc, salé, ça peut être du pain avec du fromage, du pain avec... Euh, c'est du pain avec du fromage en comparaison. Admettons qu'on consomme du pain blanc avec du fromage et qu'on compare ça à une crêpe au Nutella. Je ne suis pas persuadé que la réponse glycémique soit différente ou très différente. Donc, le côté salé ou sucré, dans ce cas-là, je ne suis pas convaincu. avec un demi-avocat, une petite omelette qu'on se fait le matin rapidement. Pour ceux d'entre nous qui ne prennent pas de petit déjeuner, d'ailleurs, c'est complètement un choix personnel, hein, c'est comme vous voulez. Le plus important, c'est comment on casse le jeûne. La première chose qu'on mange, que ce soit à 16h du matin ou à 13h, ça doit être salé. On évite la chute de glucose 2 heures après le repas, ce qui entraîne en général de la fatigue, des fringales, des envies de sucrer. Et ensuite, le soir, on dort mieux, on vieillit moins vite en interne, on a plus de concentration. Enfin, les choses se rétablissent assez rapidement et l'impact est assez génial. Tout ça est spéculatif. Tout ça est spéculatif tout en sachant que le matin, on a même une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, je ne sais pas pourquoi elle se focalise sur le petit déjeuner particulièrement, sur ce point. Si on mange les aliments du repas dans un ordre précis, on réduit significativement le pic de glucose du repas. L'ordre correct, c'est légumes en premier, ensuite protéines et graisses, ensuite féculents et sucre. Exemple de repas, steak, frites, salade. On mange la salade en premier, ensuite le steak et on finit par les frites. Et donc après un repas, on peut prendre un dessert et attention, tous les sucres se valent, que ce soit sucre blanc, sucre roux, miel, sirop d'agave, c'est les mêmes molécules, ça a le même impact sur le corps. Je vais revenir sur le premier point ou sur l'ordre des repas juste après. Ce qu'elle dit sur les sucres est globalement vrai, c'est-à-dire qu'on peut entendre sur les réseaux oh, le miel au lieu du sucre blanc. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait, que, comme elle dit, c'est la même molécule et ça risque pas de mener à des différences.
Voilà. Et pour le côté sur l'ordre des repas, j'y reviens juste après. Le sucre, c'est pour le plaisir, c'est pas pour la santé. Il faut Et là, sur ce point-là, c'est vrai que si on rajoute 10 grammes de sucre blanc dans son café sur la journée, c'est pas que ça va causer un quelconque problème dans une alimentation qui est globalement faible en sucre raffiné, mais ce n'est pas quelque chose qui va être positif en termes de santé. On peut voir des gens comme les gens du clan un peu repeat, oh, je vais rajouter 30 grammes de sucre dans mon café pour ma thyroïde. Non, ça ne va pas être positif en termes de santé. Ça ne veut pas dire que ça va être grave en quantité restreinte, mais ce qu'elle dit est plus ou moins correct. imaginer que notre estomac est comme un évier. Et notre intestin, c'est comme le tuyau d'évacuation en dessous de l'évier. Quand on mange des légumes en premier lors d'un repas, les légumes arrivent dans l'évier, puis dans le tuyau. Et là, dans le tuyau, il crée un bouclier protecteur. Si ensuite, plus tard, on met des féculents ou des sucres, grâce au bouclier protecteur, les molécules de glucose seront moins absorbées dans le sang. Donc, on aura moins de pics de glucose et moins de symptômes. Ok, donc pour cette histoire d'ordre des aliments qui sont consommés, ça peut sembler complètement ridicule et fou, mais on a des données sur le sujet. Un, ce qui a été pas mal étudié, c'est l'impact des protéines, notamment la whey protéine, en preload. Donc, avant un repas, donc 30 minutes avant un repas, le consommer un shake de protéines et voir comment ça impacte la glycémie. Donc, ça a été beaucoup étudié chez les diabétiques, chez les prédiabétiques, et notamment beaucoup avec la whey protéine. Et ce qu'on sait, c'est que donc les protéines de manière générale, mais la whey protéine a un effet intéressant sur certaines hormones. Donc, j'en ai parlé dans mon livre sur les produits laitiers. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à le lire. Donc, c'est dans le chapitre 3 sur le diabète. Donc, ils ont, par exemple, dans cette étude, donné 50 grammes de whey ou un placebo avant un repas à haut indice glycémique. Et ils ont constaté une réponse glycémique une réponse insulinique qui était plus importante et une réponse glycémique qui était au niveau de la réponse glycémique était moins importante. Parce que les protéines de manière générale et la whey protéine stimulent des hormones peptidiques qu'on appelle les hormones incrétines, notamment le GLP-1, comme vous pouvez voir là. Ces hormones peptidiques ont la capacité de stimuler la production d'insuline, notamment la first phase insulin response qu'on a vu ici. Donc, ça potentie les hormones incrétines qui sont notamment stimulées par la consommation de protéines et de whey, potentie l'effet de first phase insulin release, ce qui va faire que on va avoir une réponse, on va avoir un rétablissement de la glycémie plus rapide, puisque l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très consistant dans la littérature. On a un effet positif. Maintenant, il y a quelque chose qui est un peu incohérent. C'est que, admettons, vous avez déjà une bonne tolérance au glucose, vous avez une bonne sensibilité à l'insuline et vous consommez un shake de protéines 50 grammes avant un repas. Peut-être que ce shake de protéines va vous provoquer une hypoglycémie parce que justement, vous allez stimuler l'insuline sans avoir le ratio insuline-glucose va changer. Donc,
comme l'insuline est une hormone hypoglycémiante, vous allez peut-être avoir une hypoglycémie. De manière plus anecdotique, les seules fois où j'ai eu une hypoglycémie, c'était quand c'était la mode de prendre des shakes de whey après l'entraînement, parce que on a les réserves de glycogène qui sont potentiellement vides, et on stimule l'insuline via la whey, avec la whey, et puis on n'apporte pas forcément de glucose, donc on peut faire une petite hypoglycémie. Ça ne veut pas dire que c'est grave non plus. Ça veut dire que si son but est d'éviter de faire une hypoglycémie chez un sujet sain, peut-être que la whey n'est pas la meilleure solution. Par contre, si la personne a des problèmes de régulation de la glycémie, peut-être que cette intervention va être bénéfique. Ou qu'elle ne va peut-être pas être obligée de la prendre avant le repas, mais ou c'est une intervention qu'elle peut utiliser potentiellement avant un gros repas, etc. Ça ne veut pas dire que ça doit être extrapolé au sujet sain. Donc ça, c'est pour la whey protéine. C'est quelque chose qui est consistant dans la littérature et qui, je pense, peut être plutôt une bonne idée chez les personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Et je pense que ça peut être, à l'inverse, selon ce qu'on a mangé avant et des réserves de glycogène qu'on a, ça peut aussi, pour chez le sujet sain, potentiellement causer une hypoglycémie. Donc, pas cohérent avec ce qu'elle dit. Pour l'ordre des repas, on a aussi des données, ce qui est assez marrant. Donc, dans cette étude, ils ont en gros comparé le fait de consommer donc un repas qui est composé de riz, de viande et de légumes via différents ordres. Donc, soit les légumes d'abord, soit le riz d'abord, soit la viande d'abord, ou tout en même temps. Et ce qu'on voit, c'est que le fait de consommer les légumes et les protéines avant tendait à diminuer la réponse glycémique sur 3 heures. Je vais mettre le graphe. Maintenant, ce qui est important à prendre en considération, c'est que les p-values comparaient ça à… donc, on voit que c'est statistiquement significatif par rapport au fait de consommer le riz seul d'abord. Donc oui, probablement que si vous avez des problèmes glycémiques, consommer du riz blanc seul en dehors de tout autre aliment n'est peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, dire qu'il faut consommer d'abord les légumes, puis les protéines, et puis, je ne sais plus ce qu'est, légumes, protéines, et puis seulement les glucides, forcément, je ne suis pas persuadé, et je ne sais pas où elle avait mis les lipides dans l'histoire. Oui, donc ce qu'on peut dire par rapport à ces données, c'est que c'est potentiellement pas une bonne idée de consommer les glucides seuls, notamment si vous avez des problèmes de régulation de la glycémie. Pour les graisses, on a aussi des données. C'est une petite étude avec pas beaucoup de participants. Et ce qu'on voit, c'est que au niveau de la réponse glycémique, le fait de consommer des graisses avant un repas tend à retarder l'augmentation du glucose. Et le pic du glucose n'était pas forcément différent. Donc, sur les graisses, je ne suis pas potentiellement convaincu. Ce que je dirais de manière générale concernant l'ordre des repas, c'est que pour moi, ce qui montre dans la littérature le plus d'effets sont les protéines.
au niveau de l'effet sur les hormones incrétines. Donc, c'est une intervention qui peut être potentiellement bénéfique chez les personnes qui sont résistantes à l'insuline ou diabétiques, pas dans un état diabétique qui sont insulinodépendants par contre. Et je dirais le fait de ne pas consommer des glucides seuls si vous avez des problèmes de tolérance au glucose, si vous êtes résistant à l'insuline et diabétique. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont extrapolés au sujet sain et puis extrapolés avec l'ordre particulier parce que si on reprend ces données-là, le fait de consommer les légumes en premier ou la viande en premier, il n'y a pas de différence significative. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de différence significative entre les deux interventions. Donc, je pensais vraiment extrapoler. On va reprendre la vidéo. Quand on mange des féculents, genre des pâtes, du riz, du pain, ou des choses sucrées, type fruits ou desserts, c'est important de ne pas les manger seuls. Si vous avez l'habitude de vous faire juste un plat de pâtes nature, ça c'est des glucides tout nus. C'est important de leur mettre des vêtements. Donc les vêtements, par exemple, ça va être des petites tomates, un peu de parmesan, un peu d'épinards, peut-être un œuf. On ajoute des protéines, on ajoute des fibres, on ajoute des graisses pour réduire la vitesse à laquelle le glucose des pâtes rentre dans le sang, pour éviter le pic de glucose et ensuite la chute 2 heures après. Donc ça, c'est globalement vrai. Si vous voulez réduire un petit peu la réponse glycémique ou retarder la réponse glycémique, ce qu'elle dit est vrai. Alors pourquoi? Je sais, c'est un petit peu bizarre. En fait, le vinaigre a un impact incroyable sur notre glycémie. C'est vraiment un ingrédient magique. Et donc, ce qu'on fait, soit dans notre entrée à base de légumes, au début d'un repas, on met du vinaigre, soit si on est motivé, on prend un grand verre d'eau, on met une cuillère de vinaigre dedans et on boit ça avant les repas. Et ça réduit le pic de glucose du repas par 30%. Donc, vous pouvez manger la même chose que d'habitude après, mais en ajoutant du vinaigre au début du repas, vous allez éviter d'avoir un pic trop. Juste une petite remarque, c'est que, admettons un instant que toutes les interventions qu'elle propose soient 100% vraies et potentiellement efficaces. Celui qui devrait tout respecter aurait une vie de merde. Parce que boire un verre d'eau avec du vinaigre et puis manger ses légumes seuls et puis manger ses protéines seules et puis manger ses graisses seules, merde. Là, franchement, c'est même si c'était efficace personnellement, je ne suivrais pas. Trop gros et d'avoir une chute trop grosse aussi. Tous les vinaigres marchent, hein. Vinaigre de cidre, vinaigre de xérès, vinaigre de vin, il n'y a aucune différence, prenez celui que vous aimez. Le seul truc à éviter, c'est les vinaigres balsamiques, les sirops balsamiques super épais, plein de sucre, ça va avoir un peu moins d'impact parce qu'il y a du sucre dedans, mais sinon c'est comme vous voulez. Et si vous n'aimez pas le vinaigre du tout, vous pouvez aussi utiliser du jus de citron. Alors, c'est pas complètement aussi efficace que le vinaigre, mais ça a quand même des bienfaits. Alors, pour le vinaigre, je sais encore une fois que ça peut paraître un peu fou. Les gens pensent vinaigre directement quackery, etc. Mais il y a pas mal d'études qui ont montré que le vinaigre tend à réduire la réponse glycémique sur 2 ou 3 heures. Ici, ça a été comparé, ces deux groupes, et ça a été comparé sur un repas à haut index glycémique et à faible index glycémique. Et il y a eu une différence sur la réponse glycémique était plus faible seulement avec le repas à haut index glycémique et pas après le repas à faible index glycémique avec le vinaigre. La limite, c'est que ce n'est pas les mêmes participants. Mais de manière générale, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un effet du vinaigre sur la réponse glycémique. Maintenant, encore une fois,
ce sont des effets qui tendent à être modestes. Est-ce que ça peut être potentiellement intéressant si quelqu'un a des problèmes de régulation de la glycémie? Oui. Est-ce que ça va être cliniquement significatif chez le sujet sain? Je ne suis pas persuadé, parce qu'évidemment, ce n'est pas, même le glucose à jeun, si on prend le glucose à jeun, ce n'est pas une relation linéaire entre, comme le LDL cholestérol. Si on prend le LDL cholestérol, par exemple, on a une relation linéaire où au plus on diminue le LDL cholestérol, au plus on diminue le risque. Et puis, on a d'autres biomarqueurs comme la tension, par exemple. Pour la tension artérielle, ce n'est pas une relation linéaire, parce que si on descend trop bas, on va avoir des problèmes. Admettons pour le glucose également. Mais le fait de diminuer de la norme haute de la normalité à la norme basse ou moyenne, ou de la norme moyenne à la norme basse, est-ce que ça va donner des résultats cliniquement significatifs? Je ne pense pas qu'il y ait des données qui le suggèrent. En tout cas, pareil pour la réponse glycémique après repas. Si on a déjà une réponse glycémique normale après un repas, qui ne grimpe pas des taux complètement hors des normes, le fait de la diminuer davantage en ajoutant du vinaigre, je ne pense pas qu'il y ait des données qui suggèrent que ça mène à des résultats cliniquement significatifs. On sait tous qu'il faut faire du sport, que c'est bon pour la santé. Et moi, je vais vous dire que le meilleur moment pour faire du sport, c'est après les repas. Donc, dans l'heure qui suit un repas, essayez d'utiliser vos muscles pendant 10 minutes. Mais ça n'a pas besoin d'être un truc super complexe. On peut juste faire le tour du pâté de maison, monter les escaliers 2 fois ou danser sur quelques chansons dans votre salon comme ça. Là, là. Ce qui est important, c'est de faire contracter vos muscles pendant 10 minutes. Donc, attendez, on doit boire du vinaigre avant le repas, manger ses repas séparément et puis dans un ordre précis et puis danser. Minutes dans l'heure qui suit le repas. Parce que les muscles, en contractant, ils ont besoin d'énergie. Et ils vont puiser leur énergie en premier dans votre sang. Ils vont chercher le glucose du repas dans le sang. Donc, quand on utilise les muscles après un repas, on réduit le pic du glucose du repas. Du coup, on est moins fatigué, on n'a pas le coma 2 heures après le repas. C'est vraiment utile pour l'énergie. Ok, donc là, je vais être en accord et en désaccord. C'est-à-dire que oui, si vous faites de l'activité juste après un repas, vous allez utiliser maintenant, en 10 minutes, vous n'allez pas pouvoir utiliser beaucoup de glucose. Donc, le fait de danser 5 minutes après un repas risque pas de mener à des résultats cliniquement significatifs, bien que ce qu'elle dit est partiellement vrai. Quelque chose qui pourrait être potentiellement, qui pourrait provoquer une plus large magnitude d'effet serait de s'entraîner avant un repas qui est très glucidique, parce qu'on va avoir une augmentation de la sensibilité à l'insuline, une augmentation de la synthèse du glycogène, une augmentation de l'expression de certains récepteurs comme GLUT4, etc. Donc, le fait de s'entraîner avant, et puis vous allez faire un repas qui est glucidique, va avoir une plus large magnitude d'effet, d'après moi. Maintenant, plus important encore que tout ça, pour augmenter votre sensibilité à l'insuline et améliorer votre régulation de la glycémie, entraînez-vous. Entraînez-vous. Vous n'allez pas vous entraîner avant chaque repas. Donc, oui, ce qu'elle dit est partiellement vrai, mais c'est inapplicable. C'est inapplicable. Et oui, si maintenant, c'est quelque chose qui est connu, par exemple, dans les sports d'endurance, c'est que le fait, juste après l'entraînement, on a une fenêtre, la fenêtre anabolique qui concernerait les glucides au niveau de la resynthèse du glycogène. Maintenant, oui, si vous devez faire une resynthèse, si vous devez, je pense que c'est potentiellement intéressant pour les athlètes d'endurance. Et le plus important pour quelqu'un qui veut améliorer sa sensibilité à l'insuline, et améliorer sa tolérance au glucose, c'est de s'entraîner. Et
ne pas commencer à aller vers des interventions inapplicables dans le monde réel. Alors, quand on veut grignoter quelque chose entre les repas, il faut toujours penser salé plutôt que sucré. Et voici les pires choses sur lesquelles grignoter. Les jus de fruits. Parce que quand on presse un fruit, on enlève les fibres du fruit. Donc, il n'y a plus du tout les fibres protectrices. On extrait tout le sucre du fruit. Et en gros, c'est un énorme pic de glucose et de fructose. Et c'est pas bon pour la santé. Tout ce que je partage, ce sont des principes basés. Ouais, pour le jus de fruits, évidemment, si vous voulez avoir, avec les fibres, vous allez avoir une réponse glycémique qui est plus faible par rapport au fait de prendre le jus, évidemment. Sur la biochimie de votre corps, mais c'est vraiment des outils et c'est à vous de composer avec quand vous y pensez, quand c'est facile. On n'est pas là pour faire un truc draconien, pour faire un régime. C'est vraiment juste comprendre comment notre corps fonctionne et essayer de l'aider quand on y pense. Alors, ce n'est pas un truc draconien, mais il faut quand même prendre du vinaigre avant le repas, manger les aliments dans un certain ordre, danser et s'entraîner juste après. Bref. Donc, pour conclure cette vidéo, il y a une part de vrai dans ces interventions. Beaucoup de choses sont inapplicables et je ne pense pas que ce soit intéressant pour la grande majorité des gens. Ce que je conseillerais de retenir, c'est que si vous avez des problèmes au niveau de la sensibilité à l'insuline, au niveau de la régulation de la glycémie, etc., il y a certaines interventions qui peuvent être potentiellement intéressantes, comme le fait de consommer des protéines, pas forcément en preload, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, peut-être avant un gros repas ou je ne sais pas. Le fait de ne pas consommer des glucides seuls et puis, comme elle le dit, de consommer avec un repas complet. Pour l'entraînement, je dirais, ne faites pas forcément, n'allez pas tenter de vous entraîner forcément avant et puis après chaque repas, mais s'entraîner de manière générale, que ce soit aérobie ou en résistance, va être positif à cet égard. Et le vinaigre, ok, pourquoi pas si vous voulez bénéficier des petits bénéfices à ce niveau-là, et puis que, encore une fois, je ne pense pas que ça aura un effet cliniquement significatif chez le sujet sain, mais si vous avez des problèmes au niveau de la régulation de la glycémie, pourquoi pas. Donc, une part de vrai, beaucoup de trucs inapplicables dans le monde réel, mais on peut en tirer quelques trucs d'après moi. Voilà, c'est ma conclusion. J'espère que vous avez trouvé la vidéo informative. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sous la vidéo et à bientôt pour le prochain debunk.